exactement. Je te rappelle que vous avez une maximum de 20 minutes pour présenter 18 minutes de période de questions de 5 minutes. J'ai affiché le temps restant à l'aide de carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Il existe de la seconde sur les doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez. Vous pouvez débuter comme ça. Est-ce que je peux poser une question? Le clicker, c'est ça, non? Oui. Ça, je ne suis pas certaine, mais il y a des petits essais. Comment ça fonctionne? Bonjour, Dr. Parent. Donc, très contente de vous revoir aujourd'hui pour notre deuxième rencontre. Alors, à la dernière rencontre, vous nous aviez parlé de vos beaux projets. Donc, on parle en fait des études de votre fils. On parle aussi peut-être d'un projet d'incorporation. Mais vous aviez aussi des questionnements par rapport à l'incorporation aussi, et aussi aux aspects fiscaux de la vente de votre chalet. Donc, on vous félicite aussi pour ça. On est là pour vous. Dans le fond, notre but, c'est d'amener de la simplicité. Alors, tous ces beaux projets-là, c'est difficile à tous les coordonner. Donc, prendre une équipe d'experts, ça va vraiment vous aider à amener de la simplicité. Donc, je vais vous présenter mes experts. Donc, on a Francis ici, qui est expert en placement. Bonjour. Et Michel, qui est expert en fiscalité. Bonjour. Moi-même, Myriam, qui est experte en contrôle. Notre mandat aujourd'hui est très simple, optimiser votre situation financière. On vous explique le plan de la rencontre aujourd'hui. Pour vous, vous avez un enfant adopté. C'est important pour vous, ses études à lui. Donc, première chose qu'on parle, c'est des études. C'est des études de votre petit Gabriel. Ensuite de ça, on va parler de la fiscalité. Donc, comment on est capable d'optimiser ça, comment on est capable de travailler là-dessus. On va parler aussi des protections, question de gérer les risques, question de vous protéger. Et on va parler de la retraite pour voir dans quelle posture vous êtes, comment on fait pour planifier, comment on fait pour se rendre jusqu'à là. Super, donc on va commencer par les études de Gabriel. Alors, Gabriel, il est rendu à 11 ans. Vous commencez à planifier peut-être ses études universitaires. Et vous nous avez parlé du R3E, donc le régime enregistré d'épargne études. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne avant. Donc, vous prenez l'argent, votre argent qui a déjà été posé, et vous la mettez dans un R3E. Comment ça fonctionne à partir de là? C'est tout le rendement qui se fait dans le R3E, tant qu'il reste là-dedans, il n'est pas imposé. Donc, vous faites du rendement sur l'argent que vous mettez. Vous avez le droit de mettre un maximum, le plafond pour ce placement-là, c'est 50 000. Par contre, vous avez le droit, dans le fond, à chaque 2 500 $ que vous mettez par année, vous avez des subventions du gouvernement. On parle de 30 %, donc 10 % aux Québécois, 20 % au gouvernement canadien. Puisque vous n'avez pas cotisé et que Gabriel a 11 ans, vous pouvez aller en rétroaction, c'est-à-dire une année avant. Alors là, Gabriel a 11 ans, vous pourriez cotiser 5 000 et avoir des subventions là-dessus, parce que vous pouvez aller 2 500 pour sa 10e année et 2 500 pour sa 11e année. Donc, ça vous donnerait des subventions exactement cette année de 1 500. Quand vous allez retirer l'argent, donc c'est Gabriel, exemple, il a besoin de 1 000 $ pour faire ses études une année, il retire et c'est lui qui va être imposé sur ce montant-là. Puisque son taux d'impôt, habituellement, dans les études, est beaucoup plus bas, ça fait que vous sauvez, pas vous sauvez de l'impôt, mais c'est plus, vous payez moins d'impôt. Donc, vous avez pensé aussi utiliser l'argent de votre chalet pour faire ça. On vous le conseille, mais pas d'un coup. On ne vous dit pas de mettre tout l'argent de la vente du chalet là-dessus parce que vous allez manquer des subventions. Alors, on vous dit vraiment de mettre 5 000 $ par année jusqu'à ses 17 ans, donc jusqu'à sa 17e année. C'est ça qu'on vous conseille. Nous avons fait un calcul de l'impact fiscal au niveau de la vente d'un chalet. Le chalet, en fait, est considéré comme une résidence, donc il va avoir un gain en capital sur la valeur que vous l'avez acheté. En fait, vous l'avez hérité de votre père pour un montant de 10 000 $ et vous le vendez à 75 000 $. Ici, il va avoir un impact fiscal qui va monter un impôt à payer de 15 300 $, car le gain en capital est imposable à 50 %. Toutefois, sachez qu'il existe une exemption pour résidence principale. Oui, le chalet n'est pas de votre résidence principale, mais il a servi à habiter pour la famille au courant de l'année. Donc, il est admissible. C'est plus profitable de garder cette exemption-là pour la résidence principale due à le plus grand écart de gain en capital. Donc, toutefois, sachez que le calcul est très simple. C'est le nombre d'années qu'on a désigné la maison comme résidence principale sur le nombre d'années depuis qu'on l'a acquis. Donc, vous l'avez acquis en 95, 11 ans. Ici, le gouvernement donne une année bonus pour enlever les ambiguïtés. Donc, on pourrait faire une année
plus 1 sur 11 ans. Donc, 2 onzièmes qui viendraient en exemption comme résidence principale. On arrive avec un impôt de 12 500. L'économie ici, on obtient une économie de 2 800 tout de même au niveau de l'impôt pour une vente. Donc, aussi, on a parlé des liquidités de la vente pour les RE. Myriam m'a dit peut-être pas y aller d'un coup, mais ici, sachez qu'avec les liquidités de la vente, on a 58 750 $ dans nos poches qu'on peut planifier avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce 58 000-là? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est, en ce moment, vous avez 6 000 sur une carte de crédit. Vous savez, les taux d'intérêt au niveau des cartes de crédit, c'est important d'aller le payer le plus rapidement possible. Ensuite de ça, vous avez un prêt auto. Votre prêt auto se chiffre à 9 % d'intérêt annuel. Pour cette raison, encore, on va vous conseiller de le payer à partir de la vente de votre chalet. Aussi, on a parlé du R3E. Le R3E, on vous a conseillé fortement de placer 5 000 $ par année. On va prendre 5 000 $ directement de là. Et frais de notaire, on va vous en parler un peu plus tard, mais on l'a calculé dans notre budget pour faire en sorte que vous arriviez et qu'au niveau de votre coût de vie, vous n'ayez pas ça de plus à avoir de plus à payer. Au niveau, qu'est-ce qui reste au total? On parle de 26 000 $. Ce 26 000 $-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On s'en va le placer au niveau de vos placements non enregistrés. Donc, vous allez avoir plus de placements, plus d'argent et on va réussir à avoir une bonne planification globale pour vous. Vous avez mentionné que vous êtes présentement docteur Paris, vous êtes médecin, donc professionnel de la santé. Il est possible pour vous de vous incorporer. Voici quelques-uns des avantages. Premièrement, il y a le taux d'impôt. Dans une société, le taux d'impôt est soit à 19 % quand on parle du petit taux, donc 500 000 de revenus et moins, de 26,9 % lorsqu'on parle de 500 000 et plus. Donc ici, si on laisse de l'argent à l'intérieur de la compagnie, on est capable de reporter l'impôt. Il y a un principe d'intégration, je ne rentrerai pas dedans, mais c'est surtout une question de report si notre rythme de vie est moindre que nos besoins de nos revenus. En fait. On pourrait laisser l'argent à l'intérieur. Protection légale, savoir qu'une incorporation, c'est une entité entière, donc ses propres déclarations d'impôts, ses poursuites légales sont vraiment en lien avec la compagnie. Donc, on peut se distancer à un certain point au niveau de la faillite. Si la compagnie fait de la faillite, c'est elle et nous, on ne vient pas chercher nos biens en tant qu'individu. Au niveau du fractionnement des revenus, vous avez votre conjoint, c'est possible d'inclure votre conjoint comme un salarié. Puis ça peut être au niveau administratif, certaines tâches, on peut verser un salaire raisonnable au point de vue du gouvernement, mais ici, on peut venir faire une déduction, parce que le salaire est une déduction. Donc, je vais montrer les impacts un peu plus tard. Choix de rémunération, on a le choix entre les dividendes et le salaire. Le salaire est une déduction au niveau de la compagnie, donc on diminue le taux. Un dividende, on a les crédits d'impôt pour dividende, donc plus d'argent dans nos poches, mais un peu moins dans la compagnie. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on a une entreprise plus en croissance, peut-être y aller un peu plus avec du salaire, pour avoir plus d'argent dans le fonds de roulement. Mais si c'est une entreprise un peu plus en maturité, on peut y aller avec le dividende, plus dans nos poches, mais un peu moins dans la compagnie. Inconvénient, bien sûr, l'incorporation vient avec son lot de frais administratifs. C'est sûr qu'avec le gouvernement, il faut remplir des documents. Aussi frais professionnels élevés, donc rapport d'impôt avec les frais comptables, qui peuvent venir frais de notaire, qui s'entraînent avec les procès-verbaux et tout. Contrôles gouvernementaux, comme j'expliquais. Incapacité de déduire les pertes au niveau personnel. Donc, s'il y a une perte dans la compagnie, c'est vraiment la compagnie, c'est une société, c'est elle-même. Et nous, comme individus, on fait nos propres déclarations. S'il y a une perte dans la compagnie, on ne peut pas aller chercher les pertes et mettre ça sur notre déclaration personnelle. Donc, il y a une différence qu'on fait entre compagnie et individu. Point de vue principe en fait d'économie d'impôt, je vous ai parlé de peut-être votre conjoint, M. Richard, d'inclure dans la compagnie. On pourrait parler d'un salaire d'environ 20 000 $, ici qui semble légitime au niveau administratif. J'ai pris un taux d'impôt de 30 %, car aussi il y a déjà 32 000 de revenus de son emploi. Donc, on arrive avec une économie d'impôt de 12 400 $. Pourquoi? Initialement, vous aviez une charge d'impôt de 32 000 $. Le calcul que j'ai fait ici avec un taux de 19 %, on vient avec un impôt de 120 400 $. Donc, on a un impôt ici d'économie de 12 400 $. Donc, nous allons vous parler au niveau des protections maintenant. Au niveau des protections, on va parler d'assurance. En ce moment, vous avez des assurances vie. On vous félicite, vous avez pensé à ça. Vous avez aussi des assurances invalidité. Si jamais il arrive quoi que ce soit avec vous, vous êtes couvert. On a fait le calcul au niveau de l'invalidité. On n'y arrive pas si jamais vous êtes invalide à long terme.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ça veut dire que vous allez devoir diminuer votre niveau de vie si jamais vous devenez invalide. Et on sait que quand on est invalide, il peut y avoir des charges supplémentaires. Aller à l'hôpital, ça peut coûter quelque chose. Avoir quelqu'un à la maison pour s'occuper de nous, aussi, ça peut coûter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on augmente ça, même si vous avez le maximum au niveau de votre assurance invalidité, au niveau personnel? On prend un autre bénéficiaire. Donc, vous avez un prêt hypothécaire actuellement, ça va prendre une assurance invalidité sur votre prêt hypothécaire. Qu'est-ce que ça fait, une assurance invalidité sur votre prêt hypothécaire? Si jamais vous ne pouvez plus travailler, vos prêts, votre versement mensuel va être payé directement à partir de l'assurance. Donc, ça ne passe pas dans vos poches et vous pouvez avoir plus d'argent au final parce que vous avez moins de dépenses. Au niveau de l'assurance vie, qu'est-ce que vous avez? On a besoin de couvrir 1,7 million. Pourquoi? Parce que on veut faire en sorte qu'il y ait un niveau de vie de 80% si jamais vous décédez pour ce qui est de votre conjoint et pour ce qui est aussi de votre enfant. Pour ça, il nous manque 1,25 million. On a calculé combien ça coûtait ça. On arrive à 1800 $. On va vous arriver avec les chiffres un peu plus détaillés un peu plus tard pour dire c'est quoi vraiment les impacts. Il y a beaucoup de chiffres à droite et à gauche. Faites-vous-en pas, on a éclairci ça à la fin de notre présentation. Au niveau de l'assurance hypothécaire, au niveau de l'assurance invalidité, en ce moment, vous payez par mois. Vous payez par mois, ça vous coûte 400 $ par mois, ce qui fait en sorte que ça vous coûte 4 800 $. On s'en va sauver un 200 $ en payant par année à la place. Donc, il y a un avantage à ce niveau-là, même si c'est seulement 200 $, je pense que vous le préférez dans vos poches que dans les poches de quelqu'un d'autre. Si on va maintenant aux contrats légaux. Donc, vous avez en ce moment un testament qui est holographe, ça veut dire qu'il est fait à la main. Vous êtes un professionnel, vous êtes cardiologue, vous comprenez l'importance d'avoir, dans le fond, d'aller voir un professionnel lorsque c'est nécessaire, mais on pense qu'ici, ce serait nécessaire. Donc, un testament notarié vous apporterait plusieurs avantages. En cas de décès, quand vous êtes en deuil, vous ne voulez pas avoir toutes les procédures compliquées qui viennent avec un testament holographe, parce qu'il va devoir être identifié par un juge pour savoir si c'est vraiment réel. Tandis que si vous allez chez un notaire, il va être enregistré dans ses documents et ça va être beaucoup plus simple. On parle souvent de décès, on en a parlé beaucoup, mais on ne pense pas souvent au mandat d'inaptitude si vous devenez inapte. Donc, un ACV, ça arrive vite, ça peut arriver à n'importe quel âge aussi. Alors, un mandat d'inaptitude, si vous n'en avez pas, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous devenez inapte, ça s'en va en curatelle publique. Quand on dit curatelle publique, c'est, dans le fond, que le gouvernement va nommer un mandataire. Mandataire que vous ne connaissez pas nécessairement, et c'est lui qui va s'occuper de tous vos aspects légaux et tous vos aspects aussi financiers. Donc, en faisant un mandat d'inaptitude, vous nommez la personne que vous voulez qui s'occupe de vous si vous devenez inapte. Vous n'en avez pas en ce moment, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous préférez que ce soit un inconnu ou peut-être avec votre conjoint ou quelqu'un d'autre que vous, dans le fond, vous pensez que c'est plus important. Vous nous avez aussi parlé que vous n'avez pas de contrat de mariage. Donc, vous êtes marié, mais en société d'acquis, ce qui veut dire que tout ce qui a été acquis après le mariage, s'il y avait divorce, serait séparé également. Donc, votre conjoint fait le 1/10 de votre salaire. Alors, on pense que dans cette situation-là, vous pourriez peut-être aller vers la séparation de biens. Donc, c'est un contrat de mariage qui fait que tout le patrimoine familial, donc on parle de la maison, des autos, tout ce qui est utilisé par vous deux, va continuer à être séparé également, mais tout ce que vous avez à vous, donc vos placements et tout, s'il y avait divorce, vous le garderiez. Alors, peut-être que c'est pas le fun à penser à ça, mais ça pourrait être utile pour vous. Donc, maintenant, on a fait les protections. Et on va aller à la retraite avec tout, on va intégrer tous les éléments qu'on a vus, donc toutes les dépenses qu'on a changées, et on va faire votre plan de retraite. Donc, au niveau de vos placements actuels, vous avez des placements dans votre REER. Votre tolérance au risque, comme on a fait le test la première fois, c'est une tolérance qui est à peu près équilibrée. Donc, on parle de 60% en obligations et on parle de 40% en actions. Présentement, votre portefeuille ne correspond pas à votre profil d'investissement. Pour cette raison,
il faut le modifier. Pourquoi qu'on le modifie? Pour diminuer les risques, pour que vous dormiez bien la nuit si jamais il y a une fluctuation financière. Aussi, votre portefeuille est pondéré énormément en placement canadien. Vous savez, depuis que le pétrole a chuté, il y a de ça un petit peu plus d'1 an, la bourse canadienne va moins bien. Étant donné que vous êtes pondéré fortement en action canadienne, ce que ça fait, c'est que vous avez plus de risques, étant donné qu'au niveau sectoriel, pas sectoriel, géographique, vous êtes à la même place. Ce qu'on vous suggère, c'est d'aller, vous avez aussi des actions asiatiques, on vous suggère d'aller au niveau mondial au complet. Donc, on parle aussi des obligations d'aller mondial, pas seulement au niveau des actions. Mondial, qu'est-ce que ça veut dire? On s'en va européen, on s'en va marché émergent, on s'en va, on reste aussi dans le canadien, on s'en va américain aussi. Donc, on s'en va vraiment se diversifier à ce point-là. Et aussi, au niveau diversification sectorielle, étant donné que la bourse canadienne est pondérée un petit peu plus que les autres bourses au niveau pétrolier, vous avez vu au niveau de vos placements que ça a été moins bien au cours de la dernière année. Pour cette raison, on vous conseille d'aller aussi dans d'autres secteurs. Donc, c'est vraiment ça notre conseil au niveau de vos placements. Ensuite de ça, au niveau de votre retraite, au niveau de votre retraite, rendu à la retraite, ce que vous avez de besoin, c'est 45 000 $, vous et votre conjoint, pour réussir à subsister. Donc, un 45 000 $ qui fait en sorte que si on le divise en deux, fait en sorte qu'on va payer moins d'impôts. Comment qu'on fait ça? Bien, étant donné qu'on s'en va donner un 20 000 $ de salaire pour ce qui est de votre conjoint, on peut prendre une partie de cet argent-là et aller la mettre en REER. Ou bien, on peut aller REER, cotisation conjoint. Donc, vous mettez de l'argent et c'est pour votre conjoint. Donc, il y a les deux possibilités qui font en sorte qu'au final, on va payer moins d'impôts, on va avoir plus d'argent dans nos poches rendu à la retraite. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on a besoin de mettre 26 000 $ de côté par année. En ce moment, vous mettez 22 900 quelque chose. Donc, on n'a pas un très gros effort supplémentaire à faire. Étant donné qu'on s'en va sauver de l'impôt au niveau de la compagnie de gestion, on va utiliser une partie de cet argent pour aller la mettre en REER, pour pouvoir que la retraite se fasse plus aisément. Donc, on a fait un petit récapitulatif de où est-ce qu'on s'en va prendre l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec, où est-ce qu'on touche à ça. Au niveau de vos assurances-vie, assurance invalidité, ce qu'on vous conseille sur votre assurance universelle, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le minimum, étant donné que vos placements vont finir par apporter plus que qu'est-ce que vous avez au niveau de votre assurance, assurance universelle. Au niveau de l'assurance invalidité, on l'a dit tantôt, ce qu'on fait, on paye par année au lieu de le payer par mois, on s'en va sauver un 200 $. Au niveau des dettes, étant donné qu'on paye le prêt auto, on s'en va payer les cartes de crédit, on va sauver un 10 800 $. Là, au niveau des impôts, on sauve un 12 000 $. Ce qu'on fait avec cet argent-là, on la met dans la compagnie de gestion, un 16 500 $. On s'en va mettre des protections supplémentaires aussi, comme vous avez parlé, au niveau de l'assurance vie, assurance invalidité et assurance, pas assurance invalidité, mais assurance invalidité au niveau du prêt hypothécaire. Et ça fait un total de 4 000 $ qui est supplémentaire dans votre compte de banque chaque année en plus de ça. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vraiment vu? C'est l'incorporation, vous nous en avez parlé. On vous dit oui, c'est vraiment une bonne idée. Au contrat légaux, par exemple, il faudrait peut-être s'améliorer un peu et aller chez le notaire pour faire des modifications. Puis, quand on a dit au placement, c'est vraiment la diversification qui nous manque. Oups, excusez. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est vraiment les 7 sphères, dans le fond, de la planification personnelle. On n'est pas allé dans le plus profond. Il ne faut pas oublier que la planification personnelle, ce n'est pas juste une rencontre. On va se revoir souvent. On va vraiment vous accompagner dans le processus. Puis, c'est important pour nous que vous vous sentiez vraiment en sécurité par rapport à vos finances. Donc, on vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
peut-être une, en fait. Vous parlez de coût de vie à la retraite de 45 000. Je peux savoir un petit peu plus de détails? C'est pas le coût de vie, c'est vraiment le salaire nécessaire, impôt payé. OK. Donc, excusez, je recommence. Ce que vous avez besoin en salaire, on va diminuer l'impôt là-dessus. On arrive à 72 000 que vous avez besoin en coût de vie. OK. Pour ce qui est de, vous nous aviez dit qu'on Net d'impôt. net d'impôt, exactement, OK, c'est 72 000. Qu'est-ce qu'on fait étant donné le fractionnement de revenus plus l'impôt, on arrive à 45 chacun. Ah, c'est beau. Vous avez mal compris. Chaque. Oui, exactement. OK. Exactement. Dans la planification de retraite, justement, est-ce que vous avez tenu compte de la part de Richard au niveau de son fonds de pension? Parce que, tu sais, pour lui, c'est important à chaque... L'autre jour, on en parlait justement au souper. Hey, j'ai encore une déduction sur ma paye, là, mon fonds de pension, ça me coûte cher. Puis, tu sais, c'est des choses qui me préoccupent à savoir si ça vaut vraiment la peine, tout ça. Mais est-ce qu'on en tient compte là, dans notre plan? Oui, ce qu'on fait, et, excusez, c'est moi qui prends la planification de retraite. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'étant donné qu'il va travailler pendant 35 ans et qu'il y a 2 % par année, étant donné que c'est prestation déterminée, il va avoir 70 % de son salaire rendu à la retraite. On a considéré ça, ça fait 22 000, je ne me souviens plus des centaines de dollars, mais on parle de 22 000 là, pour arriver à 45. Okay. Il en manque un petit peu. C'est là qu'on va faire le REER conjoint ou bien lui va cotiser dans ses REER supplémentaires. Ah, c'est bon, parce qu'il n'était pas sûr si ça valait la peine de contribuer au REER perso, tout ça. Fait que il va pouvoir ramener la réponse. Ça vaut la peine. Okay. Question sur l'incorporation. Mon incorporation, en fait. Avez-vous envisagé à verser plus un dividende au conjoint par rapport au salaire? Parce que le salaire, ben, il ne travaille pas vraiment pour moi. C'est ça. Au niveau du dividende, c'est très, très intéressant lorsqu'on parle d'une personne qui n'a pas de revenus. On peut aller chercher beaucoup de crédits d'impôt qui arrivent à un impôt pratiquement nul. On peut aller jusqu'à 50 000 au niveau du dividende, au niveau fiscal. Mais puisque votre conjoint a déjà un salaire, le dividende va aller chercher une petite portion. Ça serait plus profitable. Certains, mais ce qu'on va chercher surtout, c'est au niveau des assurances, les régimes sociaux, RRQ, pour la retraite. On va cotiser à ça. Donc, le dividende ne permet pas ça. Également, on parle aussi d'avoir un enfant. Donc, il y a le crédit d'impôt pour enfants. Et ici, on tient compte on tient compte du revenu gagné pour accéder à ce crédit-là. Donc, si on va aller chercher du dividende, le 32 000 nous offre moins de crédit d'impôt pour enfants. Donc, on s'est mis d'aller du salaire pour les avantages, surtout gouvernementaux. Je pense que c'est une question. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ma gorge. C'est difficile. C'est pour ça que j'ai l'eau, là, mais c'est...